Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, Regard rétrospectif sur l'éducation, dans sa rubrique Ils nous ont enseigné. Une émission qui part à la rencontre des personnalités qui ont marqué de leur expérience plusieurs domaines socio-professionnels de notre pays. Aujourd'hui, nous recevons avec nous PhD Mamoudou Djibo. Mamoudou Djibo, pour la petite histoire, a fait ses études secondaires à Niamey, puis à l'école normale de Zender. Et la suite de ses études l'a conduit à l'université de Montréal au Canada, où il obtient son doctorat d'État en histoire et politique. Titulaire de plusieurs diplômes en éducation, il enseigne depuis 1994 au département d'histoire de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il est fondateur de l'Institut Élite. Donc avec lui, nous abordons la thématique de l'histoire du Sonrail. Alors pour commencer, docteur, quelle signification pourrait-on donner au mot Sonrail? Bien, merci. Le mot Sonrail n'existe pas et c'est malheureusement une déformation de la transcription que les Arabes avaient faite du mot Sonrail. Et comme le phonème Nge, Gorongo, Nwari, Banga, comme ça n'existe pas en arabe, ils en ont fait une transcription qui, dans les traductions françaises, ont été reproduites avec GH, Songhai, ou RH, Sonrail. Mais en réalité, vous ne trouverez personne qui va dire je suis Sonrail ou je suis Sonrail Boro. On dira plutôt je suis Songhai ou Songhai Boro. Le mot Songhai est en fait plus une identité territoriale et linguistique qu'une identité ethnique. La preuve, personne ne dira Aïwo Songhai no, on dira Aïwo Songhai Bono. Tout comme d'ailleurs le Hausa, personne ne dira ni Hausani, on dira ni Bahausheni, je suis du Hausa. Donc c'est plutôt des réalités linguistiques et culturelles plutôt que des réalités ethniques. Le Songhai, d'après plusieurs sources, parfois mythiques, plutôt renvoie à des origines parfois mythiques, mais ce qu'on sait, c'est que les peuples qui se réclament Songhai aujourd'hui sont des peuples qui ont évolué dans cette région du fleuve Niger, le long du fleuve Niger, pratiquement de la région de Gaïa actuelle jusqu'à Aïrou, etc. Mais au fil du temps, le Songhai a eu comme centre politique principal Gao. J'ai fait exprès de ne pas aller jusqu'à Gao au départ, parce que en fait Gao, en tant que ville, n'a été conquise par le Za Asboy qu'en l'an 1009. Ça veut dire que ce n'était pas Songhai à l'origine. Mais compte tenu de sa position géostratégique, surtout avec la rencontre des routes commerciales transsahariennes, Gao avait une importance qui a attiré l'attention des dynasties Songhai qui l'ont conquise. Et Gao est devenu Songhai, puis la suite, Tombouctou, Djenné et autres ont été mises sous la tutelle Songhai. Alors, cela renvoie directement à un problème polémique. Polémique parce que les gens se disent les Songhai Boro, les Arma, qui sont-ils? Sont-ils les mêmes? Sont-ils différents? Je sais que mes cousins Arma aiment à dire qu'ils sont de Mélé ou qu'ils sont mandingues, d'origine malinké plutôt. Certains disent même que ils descendent de Zabarkan. Certains disent Al Yaman, que leur origine est mythique. Bon, vous savez, presque tous les peuples de la légère sud du Sahara qui ont été en contact avec l'islam ont à un moment ou à un autre développé un complexe d'origine par rapport à l'arabe qui était devenu une référence culturelle et religieuse. Et c'est une origine blanche a failli s'imposer à chacun de ces peuples et chacun a voulu se donner justement cette origine blanche. De la même façon que les Bornois disent à partir de Houmaï
qu'il descend de Seyfa. Seyfi Dinyazine étant un héros mythique yéménite du 6e siècle, donc la période pré-islamique, d'où la dynastie des Seyfawa. Les Maurides qui descendent de ces Seyfawa, des Bahari, fils de Hari. Les Haoussa, quoique dans leur cas c'est encore plus léger, puisque les gens rattachent l'origine des Haoussa à la légende de Bayagida, Abou Yazid, qui ne remonte qu'au 16e siècle, alors que les Haoussa existaient bien avant. Et d'ailleurs, ça ne tient même pas la route, puisque on dit que Abou Yazid est venu délivrer le peuple et la reine Devra l'a pris, s'est offerte à lui en mariage. C'est le terrain, il a bien fallu que le peuple ait existé avant. Donc cette histoire de Bayagida ne tient pas la route, comme cette histoire de Haoussa Boko et de Banza Boko qui ont été forgées et qui veulent donner une ascendance arabe à travers Abou Yazid au Haoussa. De la même manière, les Goberawa prétendent qu'ils viennent de l'Irak, qui sont aussi des Blancs, même si je me plais à les taquiner pour les appeler les Arabes du Niger. Les Songhai et les Arma aussi ont inventé leur origine. Certains disent qu'ils descendent de Zabarkan, qui aurait été un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres s'accrochent à Za al-Yaman, Za qui vient du Yémen, donc ils sont yéménites. Les Songhai Boro, pour légitimer la dynastie Askia, alors que Mohamed Touré, le fondateur de cette dynastie, n'est pas Songhai à l'origine, il est Sarakolé du clan des Silla. Il est arrivé au pouvoir par un véritable coup d'état militaire en 1493 contre le fils et successeur de Sena Liber, Sibaro ou Siboukari. Et naturellement, on lui a donné la filiation qui reste à vérifier à Kassai, la sœur de Si, mais on dit que son père est arabe. Mohamed Aboubakar Ghazali. Donc, les Songhai Boro sont donnés aussi leur origine. De même que j'ai écouté une fois au Mali un traditionnaliste qui dit que les Tunkara, la dynastie régnante du Ghana ancien, le Ghana primitif, que les Tunkara descendent de la dynastie des Tunk, que les Tunk sont d'origine indonésienne. Bon, évidemment, chacun y va de son invention, mais je pense que le peuple Songhai et le peuple Zarma sont le même peuple. Pourquoi? Parce que d'abord, si le peuple Zarma descend effectivement de Zarma, Zama, c'est Za qui allait conquérir Gao en l'an 1009. Et beaucoup d'historiens s'accordent à dire que la dissociation entre Zarma et Songhai Boro s'est opérée précisément à partir de cette conquête de Gao où le Za s'est converti à l'islam. Les groupes réfractaires à cette reconversion se sont rebiffés et certains sont remontés vers cette région du Niger actuel. Autrement dit, il y a eu à un certain moment une venue de groupes Zarma Songhai de l'ouest vers cette région. Mais l'histoire réelle du peuplement Songhai laisse à croire que le mouvement initial a dû se faire d'abord de l'est vers l'ouest. Parce que la plupart des peuples qui occupent nos régions actuelles ont cohabité d'abord dans le Sahara, qui était plus humide, et c'est progressivement avec l'assèchement du Sahara que les peuples sont descendus vers le sud. Certains sont allés plus loin vers la forêt. Donc on pense que c'est cette cohabitation au Sahara, les Goberawa, leur origine sont encore de l'Aïr, Assodé, Marandet, etc., etc. Donc, c'est cette ancienneté de la cohabitation qui a d'ailleurs contribué à forger les relations interethniques entre ces différents groupes. Et la thèse selon laquelle le peuplement s'est effectué d'est en ouest, c'est que on a retrouvé un peu au sud-ouest d'Aérou, un peu de la zone de Koutougou, des stèles funéraires qui portent des inscriptions sur lesquelles on retrouve très souvent le mot Kanda ou Kanda. Et Kanda
certains historiens ont assimilé cela à un titre dynastique. Autrement dit, le premier groupement politique Songhai a pu avoir comme dynaste des Kanda. Et le mot Kanda est encore aujourd'hui très répandu dans le Gorowal. Et Kanda n'est pas très loin de Kanta, du Kébi. Et quand on sait que le Kébi faisait partie de l'Empire Songhai, la relation est vite établie. Mais, en tant qu'historien, nous évitons d'aller vite en besogne. Alors, cette thèse donc du mouvement Est-Ouest est corroborée par le fait que la capitale politique Songhai, la plus connue, la première, c'est Koukia dans les textes. Koukia, en réalité, c'est Gungia. Gungia, au Mali, c'est Bentia. Bentia, c'est à quelques 40-50 km d'Ansongo sur la route de Gao. Donc c'est de là, Koukia, Gungia, en fait c'est Gungia que les Arabes ont transcrit Koukia, et que nous aussi nous avons appris à l'école française. Donc c'est de Gungia que Za Asiboy est allé conquérir Gao. Certains disent Dja pour dire Djarama, alors qu'en réalité, Dja, c'est la langue Peul. Donc, c'est Zarma, Zama, Za a entendu, ou Zagama, Za va entendre. C'est une sorte de menace. Attention, Za va l'apprendre. Évidemment, les gens ont forgé l'histoire de Malibéro, avec la domination Peul, qui n'est pas révélée, qui n'est pas avérée plutôt, et que Malibéro aurait fui dans un panier volant, etc. Alors que Bobogado a retrouvé les traces de Malibéro dans l'Anzourou à la fin du XVIe siècle, exactement en 1599. Donc je considère que les Zarma et les Songhai Boro sont un même peuple. Dans la mesure où, d'abord, c'est la même langue, c'est la même culture. Et il n'y a pas un groupe qui s'appelle Songhai. C'est plutôt le pays qui s'appelle Songhai. Et même la langue, c'est Zarmachini. Quand un Songhai Boro veut parler, veut dire un proverbe, il dit toujours Zarmaini. Il ne dit pas Songhaini. Je sais que un jour, le professeur Jibo, au vernissage d'un de ses livres, a prononcé une phrase qui a fait scandale. J'ai été interpellé en tant que président de l'association des historiens du Niger. Il a dit que le Songhai n'existe pas. Effectivement, en tant que groupe ethnique Songhai, ça n'existe pas. Mais les Songhai Boro existent. Mais les Songhai Boro, il est difficile d'établir une frontière entre eux et les Zarma, étant entendu que c'est le même peuple. Il y a une différenciation de la prononciation des parlers, et cela est normal. Aujourd'hui, quand vous prenez le Hausa de Zaria, ce qu'on appelle le Zazaganchi ou le Kananchi, c'est pas tout à fait la même chose que le Arauchi ou que le Kourfeouchi. Et quand vous prenez le Tamajek d'Agadez, je ne suis pas sûr qu'il soit identique, et d'ailleurs il est loin d'être identique, au Tamajek de Bonkoukou ou de la région de Tombouctou. Donc de la même façon, l'influence géographique et la cohabitation avec d'autres peuples a fait que les parlers Zarma se différenciaient de Tombouctou jusqu'à Djougou, de Tombouctou jusqu'à Sokoto. Le même mot a changé parfois, et même, je dirais même, de Gao jusqu'à Sigiri en Guinée. Et certains veulent prolonger cela en dehors du Nord Togo jusqu'en RCA, où le Sango semble être très proche du Zarma, du Songhai Chini. Alors, docteur, est-ce qu'on peut dire que ces deux peuples-là ont le même ancêtre? Moi, je ne dis pas deux peuples, c'est le même peuple. Je suis formel, il n'y a pas deux peuples, il n'y a pas un peuple Zarma, il n'y a pas un peuple Songhai. C'est le même peuple. Sauf qu'aujourd'hui, les uns s'appellent Zarma, les autres s'appellent Songhai. Regardez même le parler de Zaramganda. Il n'est pas tout à fait identique à celui du Tonde Kanja ou celui de Dosso.
Encore moins celui de Niamey qui est complètement truffé de Hausa traduit. Donc, moi je considère que c'est le même peuple qui a la même origine, mais qui à un certain moment de l'histoire a connu une évolution différente. Mais ce qui est important, c'est que pendant toute l'existence de l'Empire Songhai, on n'a jamais retrouvé de traces d'une conquête des dynasties de Gao dans cette région Zarma-Songhai. Or, cette région faisait bien partie de l'État Songhai. Quand un État, un pouvoir central, le pouvoir central d'un État, n'a pas eu besoin de conquérir un territoire qui lui appartient, ça veut dire que ce territoire a été le berceau de ce pouvoir. Autrement dit, il y a eu des conquêtes dans le Borgou. Il y a eu des conquêtes dans le pays Hausa, notamment au Gobir. Il y a eu des conquêtes dans l'Aïr. Tombouctou a été conquise. Djéné a été conquise. Walata a été conquise. Mais nulle part, vous ne trouverez d'indication sur une conquête Songhai de cette région. Ça veut dire que c'est le même peuple. Alors, par rapport toujours à l'espace, quel est l'espace qu'occupait à l'époque ce peuple-là, et jusqu'à présent? Vous savez, quand un peuple arrive à s'organiser et à créer un État, l'espace ne lui appartient plus à lui seul. Quand un peuple, les Armas Songhai, moi je préfère appeler ça comme ça, ont réussi à créer un État. D'abord le petit royaume de Gao, qui a été conquis par le Mali, puis libéré par Sulmanar et comment il s'appelle, Ali Colin. À partir de ce moment, le royaume est devenu indépendant et le royaume a commencé à s'agrandir. Il ne peut s'agrandir qu'au détriment d'autres peuples. Et partout où la puissance Songhai s'est exprimée, il y a eu des groupes Songhai qui s'y sont installés. De telle sorte que l'espace d'Arma Songhai abrite aujourd'hui des Touaregs, des Hausa, des Arma Songhai, des Foulans, les Peuls, des Courtés, des Ogo, qui en réalité eux-mêmes sont des groupes Songhai. Il y a des Bambara, il y a bref du tout, puisque certains donnent à l'État Songhai, à l'Empire Songhai, une extension assez exagérée jusqu'à l'Atlantique. Et compter le nombre de peuples qu'il y a entre Gao et l'Atlantique, ça veut dire jusqu'au Sénégal. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu emprise politique directe sur toute cette zone. Je peux croire et accepter qu'il y ait une influence déterminante sur cette zone, mais le peuplement Songhai a occupé tout cet espace. Aujourd'hui, quand on parle d'espace d'Arma Songhai, on pense surtout à la région Gao-Tombouctou, jusqu'au Niger actuel, jusqu'à Gaïa, jusqu'au Zaramaganda, donc toute la région de Dosso, jusqu'au nord d'Ahomey, une partie du nord Togo, une partie du nord-ouest, du nord-est du Burkina actuel, et une partie de la Guinée qui a oublié, parce que à Sigiri, nous avons des Songhaïtiens qui sont en réalité des descendants de Songhai Libère, mais qui parfois, par la confusion des rôles, disent qu'ils descendent de Salmanar. Bon, ça c'est notre débat. Ah, j'ai oublié, jusqu'au Nigeria, il y en a jusqu'à Sokoto. Le peuplement Songhai est allé jusque-là. Voilà. Donc vous avez parlé tout à l'heure de Mali-Béro. Est-ce que l'histoire de Mali-Béro est un mythe ou bien une réalité? Bon, les deux. Les historiens considèrent que la migration conduite par Mali-Béro est un fait historique. Un fait historique, mais qui n'a pas l'ampleur qu'on lui a donnée. Et d'ailleurs, les Allemands n'ont aucun intérêt au récit qu'ils font, parce que finalement, ils s'affichent comme des fuyards. Hein? Si vous savez que vous n'êtes pas assez brave pour affronter les peuples comme ils l'ont dit, pourquoi les avoir provoqués? Bon, mais en réalité, comme je vous l'ai dit, Boubé Gado, dans son étude Le Zaramtarei, a retrouvé les traces de Mali-Béro dans l'Ansourou.
Donc je pense que c'est de Lanzuru que la migration a eu lieu. Mais beaucoup de sources, et quand vous lisez, parce que je crois que la personne la plus qualifiée pour parler de cela, c'est Madame Moukele Fatimata de Dosso. Elle a fait sa thèse de 3e cycle sur cela, à travers Zabarkan, et elle a publié un livre, la geste de Zabarkan. Et à travers son étude, on comprend en réalité que le berceau initial du peuplement Zarma, c'est le Zarmaganda. Effectivement, quand le peuple descend du Sahara, c'est la partie la plus proche du Sahara. Donc, c'est du Zarmaganda que le peuple a essaimé sur les régions du fleuve pour aller jusqu'à Gungia avant d'aller à Gao et au-delà. De telle sorte qu'il y a même une expression Zarma qui est assez significative. Autrement dit, quand la chèvre se retrouve avec la patte cassée, elle retrouve toujours le domicile du propriétaire. Parce que tout simplement, quand vous regardez, à toutes les fois que l'État, que le pouvoir central songhaï a eu des problèmes, c'est cette zone qui a accueilli les groupes de migration. Il en est ainsi en 1493. Quand Mohamed Touré a pris le pouvoir à Gao, les partisans du Si ont quitté en grand nombre pour venir vers cette région. On parle notamment de la migration conduite par Daouda et Alwin Si, qui, selon Jean Rouche, serait arrivé jusqu'à Tiandagi et se seraient séparés. L'un allait créer un État dans l'Anzuru, l'autre est allé créer un État dans le Gorwal, ou en Zarbé. D'autres ont continué vers Namar et Gungu, Koutkale, Karama, Boubon, et certains certainement sont allés jusqu'à Gaïa. Ça, c'est une première migration assez importante, mais qui a concerné essentiellement le groupe des vaincus, des évincés du pouvoir, c'est-à-dire la dynastie des Si. Il y a eu, en 1591, avec l'invasion marocaine et la défaite de Tondibi, un autre groupe partisan de l'Askia qui a dit qu'il ne peut pas supporter la domination du nouveau maître de Gao, les Marocains, et qui a migré vers cette zone. Et ce n'est pas par hasard que c'est dans cette zone que Nuhu, fils d'Askia, s'est proclamé Askia pour déclencher ce qu'il convient d'appeler carrément une guerre de libération nationale. Mais quand on dit Dandi, beaucoup ont tendance à ne voir que la région de Gaïa. Non. Dandi, c'est une notion géographique par rapport à Gao, la capitale, le centre politique du Songhaï. Toute la partie en aval du fleuve, donc la partie descendante du fleuve, s'appelle Dandi. Donc tout ce qui est à l'est et au sud de Gao, c'est le Dandi. Maintenant, tout ce qui est en amont, c'est-à-dire vers la montée du fleuve, au-delà de Gao, c'est Danga. Donc le Dandi, c'est toute cette région. Et c'est pour ça que les gens ont de la difficulté à retrouver l'endroit exact où Nuhu s'est proclamé Askia. Mais on a retrouvé beaucoup de sites où il y a eu des batailles célèbres entre les troupes Songhaï et les troupes marocaines, notamment à Diambala, à Gangani, juste à Karmala, puis à Sanguilé, à côté d'Aérou. En fait, l'essentiel de ces batailles se sont déroulées sur le territoire actuel du Niger. Mais on a également retrouvé dans beaucoup d'écrits les Armas combattant les Marocains aux côtés de Songhaï-Boro. Ça veut dire que c'est le même peuple. On n'a pas signalé de Hausa ou de Touareg aux côtés des Songhaï-Boro contre les Marocains. Mais les Armas ont été signalés et c'est avéré. Donc ça veut dire que, quelque part, il y a quelque chose qui lie ces deux groupes et ça donne à croire que c'est le même peuple. De la même façon, quand, en 1608, l'Askia fantoche que les Marocains ont installé, Mohamed Banon, quand il a été assassiné, non, d'abord, quand
parce qu'il y a un groupe, il y a certains Songhai Boro, certains partisans de l'ASCIA, qui sont restés à Gao malgré la défaite, en croyant que Isaac II allait revenir. Mais quand Isaac II a été tué, finalement, ils ont compris qu'il n'y a rien à faire, ils sont revenus vers cette zone. Quand en 1608, comment il s'appelle, Mohamed Banou a été tué par les Marocains qui l'ont installé au trône pour le manipuler, d'autres groupes ont compris qu'il n'y a rien à faire. Il faut partir. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des événements politiques graves à Gao, la partie Songhai du Niger actuel a accueilli le groupe de migrants. Or, en général, on ne va pas en si grand nombre dans une zone qui n'est pas chez vous. Tout de suite, vous êtes repoussé ou ça déclenche la guerre. Et curieusement, dans la plupart des zones comme Karma, Namaro, Tera, Gorouel, Kokoru, Ayeru, comment il s'appelle, j'ai cité d'Argol, Goté, Larabibino, Touri, Sanseni Hausa, toutes ces zones ont été dirigées par des descendants d'Askia. C'est-à-dire que ce sont des descendants d'Askia qui sont venus de Gao avec leur tradition d'organisation politique, avec leur esprit d'organisation étatique et qui ont pris possession de ces groupements humains ou qui les ont créés pour en faire des États, même si on veut les appeler micro-États ou autres. Donc, toute cette zone est vraiment une zone Zarma Songhai. Docteur, en parlant de Songhai, Maïga, c'est un terme qui est connu de tous. On attribue généralement ce terme au Songhai. Est-ce que tout Songhai est Maïga? Non, en réalité, le terme est même galvaudé. Quand vous allez à Gao, l'origine également aussi. Quand vous allez à Gao, tous les descendants de Soni Alibert qui s'estiment être les vrais détenteurs du pouvoir politique, ils se désignent Maïga. Alors que les descendants de Laskia Mohamed, qu'on considère comme un Ouiborisé, parce que c'est le fils de Kassai, Laskia Mohamed, ses descendants ont gardé son nom d'origine, Touré. Donc les Touré, là, les ATT, là, c'est pas pour rien qu'ils sont fuyards. C'est pas pour rien qu'ils échouent tout le temps, parce que tout le malheur du Songhai est arrivé d'ailleurs avec les Touré. Ils sont les cousins germains des Maïga. Mais curieusement, au Niger, ce sont ces descendants de Touré qui sont venus et qui se réclament Maïga. Alors que le Maïga-Tarei, c'est d'abord les descendants de Soni Alibert. Alors, aujourd'hui au Niger, tout celui qui quitte son village, qui vient en ville, surtout à Niamey, a besoin de se faire appeler Maïga. Et en général, la plupart des gens qui se font appeler Maïga ont des doutes ou des incertitudes sur leur Maïga-Tarei. J'ai rarement vu les vrais Maïgas se vanter, je suis Maïga. Le tigre n'a pas besoin de clamer sa tigritude. Il prend sur sa proie et la mange. Les gens savent que vous êtes Maïga, on vous appelle Maïga. Moi, je connais énormément de princes Songhai qui sont à Niamey anonymes, qui ne se font pas appeler Maïga. Mais dès que quelqu'un, parce que la société Songhai, elle est composée de 3 groupes principaux. Les Kweze, ou Foulobanda, les Burkines, ou hommes libres, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne peuvent pas prétendre au pouvoir politique, mais qui ne sont les esclaves de personne. Et, même si le mot est interdit, je pense qu'en histoire on peut faire, parce que ça existait, il y a les Banyas. Les Banyas qui, eux, se décomposent à plusieurs catégories. Alors, ce sont des relations, ce sont donc des cloisons souvent étanches, parce que dans tous les cas, un Burkine, quelle que soit sa bravoure au pouvoir, et à la guerre ou sa fortune économique, ne pouvait pas devenir Koué. Un Banya, quelle que soit sa fortune, ne pouvait pas devenir Burkine, sauf s'il était affranchi. Un Burkine peut épouser une femme Banya, on l'appelle Congo, et il l'affranchit, c'est-à-dire qu'il la rachète pour l'annoblir. Mais à partir de cet anoblissement,
elle ne peut plus se marier à un Bagna. Elle devient elle aussi Burkine. Ouah, comme on dit. Alors, comme on dit, aujourd'hui, on a même des gens qui ne sont même pas Burkine. Je ne peux pas dire le mot, mais qui se disent Maïga à Niamey. Il y en a plein. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un nom commun de Songhai Boro. Il faut l'accepter comme tel. Si des gens peuvent trouver la satisfaction morale de leur existence à travers cela, il ne faut pas le leur empêcher. Moi, je pense que c'est historique. Les vrais mégas se reconnaissent. L'origine du mot méga, très sincèrement, je ne la maîtrise pas parce que beaucoup disent que c'est un zamou. Un zamou, ça veut dire une flatterie. Un zamou pour flatter le prince Songhai, pour lui dire que tout est à lui. C'est Meiga Harakwe Kangakwe. D'autres disent Meiga Karakwe Kangakwe. Karakwe qui fait la guerre. A Gwanda Agono, Asinda Agono. Awane Awane, Wanama Awane. Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui dirige Maïinga. C'est lui qui dirige. Même si nos cousins Touareg, pour se foutre de nous, disent que c'est quand ils nous ont attaqués, on a fui, on est allé se cacher dans le fleuve, ils sont venus et ils disent Maïinga, où il est, où ils sont. Bon, ça c'est leur façon de raconter. Où un Touareg ou l'eau, ça n'existe pas. Et tout le monde sait ce qui s'est passé, de toutes les façons. Tout le monde sait que Tombouctou était une ville Touareg, que Soni Alibert l'a conquise carrément, et les Touaregs ont été dominés, aussi bien à Tombouctou qu'à Walata. Il n'y a jamais eu d'État Touareg dans notre zone. Bon, ce sont nos cousins, ils ont le loisir de dire ce qu'ils veulent. Mais Maïga, c'est Maïinga, celui qui dirige, qui domine, le maître. Il a à lui le tambour et toutes les résonances. Harakoi, Gangakoi. Agonda Agono, il donne. Asinda Agono, il n'a pas, il donne parce que Awana Awane, ce qui est à lui, lui appartient. Wanama Awane, ce qui appartient aux autres est à lui. Parce que la tradition est telle que, à l'époque, par exemple, les Bagnas n'avaient rien. Et même un Burkine, un prince Songhai, quand il a un baptême, c'est pour ça que beaucoup de nos parents, personne ne peut dire qu'ils sont totalement légitimes, parce que le mouton du baptême, souvent, on a dit d'aller détacher le mouton de un tel, pour amener. L'épouse de l'autre, elle vous plaît, mais vous avez la possibilité. Et il y a des gens, quand ils entrent, quand on les flatte suffisamment, ils doivent juste quelqu'un à annoncer. Et c'est fini, il devient esclave. Donc, bon, ça c'est un passé. Et nous n'avons aucune grosse à tirer, mais cela a existé. Cela a existé. Aujourd'hui, le Megatarei s'assimile souvent à une connerie, parce que les gens vous flattent juste pour vous escroquer. Et on fait le courageux, on dit que nous sommes ceux qui disent la vérité à tout le monde. Les gens se cachent derrière nous pour nous faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire, et eux ils en profitent, nous sommes chicotés. Malheureusement, c'est la réalité. Mais moi je préfère rester Maïga plutôt que de devenir autre chose. Docteur, en parlant toujours de cette thématique-là, certains disent que les Maïga, ou bien les Songhai Boro, ont un pouvoir mythique. Alors? Ah, mystique aussi. Il faut remonter peut-être à l'origine du peuplement Songhai. Un peuplement composé essentiellement de, selon les premières études écrites, fondé à l'origine par les groupes d'agriculteurs, ce qu'on appelle les Gabi. D'autres disent même Gabibi. Gabi, ça veut dire les noirs, les peaux noires, par rapport aux peaux relativement plus claires. Les Sorko, les maîtres du fleuve, ou plutôt ceux qui vivent du fleuve. Les Gaou, les chasseurs, ceux qui dominent la brousse. Alors, cela naturellement donne déjà une certaine idée de ce que peut être la cosmogonie en milieu Songhai. Celui qui vit sur l'eau, naturellement, va développer une connaissance assez approfondie sur l'eau. Et cette connaissance
va l'amener à réussir certaines prouesses que d'autres ne pourront pas réussir. Cela peut se révéler comme étant un pouvoir. De la même façon, celui qui vit de la brousse à travers la cueillette et la chasse, naturellement, il va connaître de la brousse plus que celui qui est tout le temps sur le fleuve. Et il va développer lui aussi une certaine connaissance, notamment la connaissance des animaux, la connaissance des plantes, la connaissance des comportements des animaux, la connaissance des pouvoirs médicamenteux des plantes, et ça va lui procurer un certain pouvoir. Celui qui vit de la terre va développer autour de lui tout un arsenal de techniques à travers les pratiques quotidiennes, répétées pendant des milliers d'années, etc., etc. Et cela, naturellement, a fait que, au sein du peuple songhay, il y a eu un certain nombre de groupes qui se sont spécialisés dans certains rites, dans certaines pratiques. Pour la petite histoire, la langue zarma songhay est de toutes les langues nigériennes celle